Le 24 février 2019, un groupe de potes décide de passer la soirée ensemble. C'est une soirée tout ce qu'il y a de plus classique pour des jeunes de 19 ans, avec de la bouffe, de la musique et évidemment de l'alcool. Sauf que cette soirée-là, elle va connaître une fin particulièrement tragique qui marque le début d'un énorme scandale aux États-Unis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le procès Murdaugh. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez déjà qui est Alec Murdaugh, cet avocat américain originaire de Caroline du Sud, accusé d'avoir brutalement assassiné sa femme et son second fils, Paul. Je vous l'avais dit, il y a plusieurs affaires dans l'affaire qui sont importantes à connaître pour bien comprendre ce procès. Et si l'affaire Stephen Smith, elle a été relancée par les décès de Maggie et de Paul Murdaugh, elle n'est pas forcément reliée. En tout cas, on n'est pas sûr qu'elle soit reliée réellement au procès d'Alec Murdaugh. C'est pas le cas de l'affaire d'aujourd'hui, elle est particulièrement importante parce que, la défense d'Alec Murdaugh va en partie se baser sur cette affaire. Après le père, accusé d'un double meurtre, le fils aîné, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un de ses camarades de classe, dans la famille Murdaugh, je demande l'autre fils, soupçonné d'être impliqué dans la mort d'une camarade de classe. Si vous pensez que votre famille est toxique, attendez un petit peu de découvrir la famille Murdaugh. Abus d'alcool, violence et accident de bateau, qui est vraiment responsable de la mort prématurée de Mallory Beach? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui, et restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir que cette histoire, elle est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air, ou que ce qui a été raconté dans la presse ou dans le docu Netflix, encore une fois. Il y a des choses qui ont été omises, comme vous allez le voir. C'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Le 23 février 2019, Paul Murdaugh, un jeune homme de 19 ans originaire de Hampton en Caroline du Sud, emprunte le bateau de son père et se rend dans une station-service. Il descend de son bateau et il va dans une station-service acheter de l'essence pour pouvoir s'assurer de remplir le réservoir du bateau. Dans le magasin de la station-service, il en profite au passage pour acheter de l'alcool. Alors vous savez peut-être qu'aux États-Unis, la limite d'âge pour boire de l'alcool c'est 21 ans. Paul avait 19 ans et il semble qu'a priori il ait utilisé la carte d'identité de son frère aîné Buster, dont on a parlé dans les vidéos précédentes, pour pouvoir acheter de l'alcool tranquillement. Il retrouve ensuite ses amis dans une des résidences de sa famille qui se trouve dans une ville qui s'appelle Beaufort, qui se trouve à peu près 1 heure de route de Hampton, d'où il est originaire, et où se trouve aussi la résidence Moselle, dans laquelle Paul et sa mère Maggie seront retrouvés morts, assassinés 2 ans plus tard. Le groupe d'amis se compose de 6 personnes au total, en incluant Paul. Il y a 3 jeunes femmes, Miley, Mallory et Morgan. Elles sont toutes les 3 extrêmement proches, extrêmement amies, et elles sont toutes les 3 en couple. Miley est en couple avec Connor Cook, Mallory avec Anthony Cook, qui est le cousin de Connor, et Morgan est en couple avec Paul Murdaugh. Paul et Connor se connaissent, ce sont de bons amis, mais Anthony n'aime pas particulièrement Paul. C'est un groupe qui reste ensemble, qui se fréquente essentiellement parce que les 3 filles sont amies et que du coup ils se retrouvent entre couples. Mais voilà, Anthony, Paul, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Vers 19h, le groupe prend le bateau de la famille Murdaugh pour lequel Paul avait fait le plein un petit peu plus tôt, et ils se rendent à 1 heure de là, à 1 heure de Beaufort, pour aller à ce qui s'appelle un oyster roast. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, d'après ce que j'en ai compris, c'est une sorte de fête de village au cours de laquelle il y a un barbecue géant d'huîtres. Voilà, je savais pas qu'on pouvait faire griller des huîtres. Apparemment, c'est possible et c'est très populaire dans le sud des États-Unis notamment. ChatGPT m'a proposé de traduire oyster roast par fête de grillade d'huîtres. Voilà, donc je pense que ça nous donne un petit peu l'idée générale de ce que peut être ce type d'événement. Alors ça peut nous paraître un peu chelou vu d'ici que des jeunes aillent à une fête comme ça de village en bateau, mais semble-t-il dans cette partie des États-Unis c'est quelque chose de relativement commun, parce qu'en fait c'est une partie qui a énormément de petits canaux, il y a beaucoup de rivières qui circulent,
Donc voilà, apparemment, les gens là-bas ont l'habitude de se balader sur ces rivières, sur ces petits canaux. Malgré tout, c'est quand même important de préciser que ces canaux sont relativement dangereux, même pour des personnes qui sont très habituées à circuler dessus, parce que visiblement, il y a énormément de courants différents, et ça crée des différences de profondeur en fait. Donc, semble-t-il, d'après ce que disent les locaux, en fait, vous pouvez passer à un endroit à un moment donné et vous passez très bien, et vous repassez quelques heures plus tard, exactement au même endroit, et en fait, vous avez pas vu, mais le niveau de l'eau a complètement baissé, et du coup, il y a régulièrement des accidents de bateaux qui restent coincés comme ça, sur une partie qui racle en fait des rochers parce que le niveau de l'eau a baissé très soudainement. Bref, on revient à notre petit groupe d'amis qui se rend donc tranquillement à son oyster roast. Ils y passent à peu près 4 heures et vers minuit ils décident de rentrer tranquillement. C'est pas pour rien que Paul avait acheté de l'alcool avant de retrouver ses amis, ils ont tous bu pendant le trajet aller, plus ou moins suivant les uns et les autres, mais en tout cas au moment de repartir, il fait nuit noire, ils sont fatigués, ils sont alcoolisés, et donc la question se pose à ce moment-là de est-ce qu'on reprend le bateau ou est-ce que peut-être on laisse le bateau là, on rentre en Uber et on viendra chercher le bateau demain. Finalement, ils décident d'un commun accord de repartir en bateau tous ensemble. Sur le chemin du retour, ils font un arrêt dans une autre petite ville parce que Paul et Connor ont encore envie de boire des coups. Les autres sont pas hyper chauds, mais bon, ils s'arrêtent. Et Paul et Connor se rendent dans un bar où Paul va ressortir la carte d'identité de son frère et acheter différents verres pour lui et pour son pote. Au bout d'un moment, Paul et Connor ont assez bu, ils décident de quitter le bar et de rejoindre leur groupe d'amis qui les attendent donc autour du bateau sur le ponton des docks. À ce moment-là, il est à peu près 1h du matin et les caméras de surveillance des docks vont filmer ce qui seront les dernières images de Mallory Beach en vie. D'après les témoignages de ses amis, à ce moment-là, Paul il est particulièrement bourré. Alors ils ont tous bu, ils sont tous plus ou moins pompettes, alcoolisés, etc. Mais apparemment Paul il est vraiment complètement défoncé. C'est celui qui a le plus bu du groupe et ça rassure pas du tout les autres de se dire que c'est lui qui va conduire, surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces canaux sont dangereux, là il fait nuit, il y a du brouillard. Voilà, ils sont pas hyper rassurés et ils préféraient que ce soit Connor qui conduise parce que déjà il a un petit peu moins bu et puis surtout c'est celui du groupe qui connaît le mieux ces rivières. Apparemment à ce moment-là, Paul Murdoch ne va pas du tout accepter les remarques de ses amis, il va même se mettre extrêmement en colère et dire c'est mon bateau, c'est moi qui le conduis, personne d'autre. Et il va reprendre la barre et puis en plus, vous savez un peu les trucs débiles de jeunes bourrés. Quand il voit que ses amis commencent à flipper, il fait exprès de faire un peu n'importe quoi avec le bateau, de faire des ronds, etc. Ce qui renforce sur place l'impression qu'il n'est pas en capacité de conduire, ce qui inquiète tout le monde. Et ils vont redemander régulièrement à Paul de laisser la barre, soit à Connor, soit à Anthony. Anthony il connaît un petit peu moins bien la rivière, mais c'est de loin celui qui est le moins bourré, apparemment, c'est celui qui a le moins bu. Donc voilà, la question va se poser régulièrement de qui conduit et est-ce que peut-être ça vaudrait le coup de laisser la barre à quelqu'un d'autre. Les membres du groupe d'amis continuent régulièrement à demander à Paul de laisser Connor conduire et il va finir par le faire vers à peu près 2h15 du matin, mais pas pour très longtemps. En fait, ce que disent ses amis, c'est que Paul, quand il est dans son état normal, c'est un mec super, mais dès qu'il est bourré, il devient extrêmement violent et agressif. Et à ce moment-là, il va aller voir sa petite amie Morgane et elle lui demande de laisser le volant à Connor. Paul s'énerve, lui crache dessus, la frappe et retourne prendre le volant du bateau.
À ce moment-là, le bateau qui avait un petit peu décéléré quand c'était Connor qui conduisait va réaccélérer. Il est maintenant à peu près à 46 km/h, ça paraît pas forcément énorme, mais je rappelle qu'on est en pleine nuit, qu'il y a du brouillard, on ne voit rien, il y a très mauvaise visibilité, et Paul ne va pas voir un pont qui est en face d'eux, et le bateau va heurter une première fois ce pont. Ce choc, ce premier choc, il va expulser hors du bateau 3 des 6 membres du groupe, à savoir Paul, Mallory et son petit ami Anthony. Et puis, le bateau va continuer à avancer tout seul, il va heurter le pont une seconde fois à un autre endroit avant d'être stoppé par la rive. Anthony revient à la surface de l'eau, il regarde autour de lui, il voit Paul quelques mètres plus loin, il entend Morgan et Miley qui sont en train de pleurer depuis le bateau, mais pas de trace de Mallory. Il va commencer à hurler son prénom et à plonger pour tenter de la retrouver, et c'est quelque chose qu'il va faire pendant à peu près 15 minutes, plonger, remonter, l'appeler, nager, replonger, et essayer de la retrouver, en vain. Pendant ce temps-là, depuis le bateau, Connor appelle le 911. Oh, what? 911, where's your emergency? Hello? Police, fire, EMS. Hello? We're in a boat crash on Arthur Street. Whereabouts on Arthur Street? In Arthur Street, the only bridge on Arthur Street. Archer Street? Archer's Creek. Archer's Creek. Archer's Creek. Is it? Okay. What's going on? It's by Paris Island. Right. What's going on? We're in a boat crash. You know what kind of a? A boat crash. A boat? Did you say a boat crash? A boat crash. Okay, so are you at the dock? Hello, are you at the dock? No, we just crashed in a boat. Okay, are you in the water or are you? We're in the boat. Okay. We have someone missing. Okay. Vous l'avez entendu dans l'appel, le bateau à ce moment-là, il se trouve à une sorte d'intersection entre deux endroits qui s'appellent donc Archer's Creek et Paris Island. Problème, à cet endroit-là, il y a 2 ponts. Et le pont qu'ils ont heurté, c'est le plus petit des deux, c'est le moins connu des deux. Et malheureusement, les secours vont se tromper de pont et vont mettre plus de 40 minutes à arriver sur les lieux, ce qui est extrêmement long, sachant que, bon, déjà il y a quelques blessés parmi les membres du groupe, mais surtout, je rappelle que Mallory n'est toujours pas remontée à la surface, on ne sait pas où elle est. Bon, au bout de 40 minutes, malheureusement, on peut se douter que ça va être compliqué de la retrouver. Dans le groupe d'amis, eh bien évidemment, tout le monde est sur les nerfs, comme on peut l'imaginer. Ils viennent d'avoir un accident, leur ami a disparu, Anthony hurle sur Paul, Paul essaye d'aider sa copine Morgan qui, à son tour, lui hurle dessus, et tout le monde est extrêmement inquiet pour Mallory. Tout le monde, sauf Paul. C'est en tout cas ce que va raconter Miley à la police un petit peu plus tard. Elle va dire que Paul n'avait absolument pas l'air inquiet et qu'elle l'a même vu sourire à un moment donné. Je vous l'ai dit, il y a des blessés parmi les membres du groupe et donc tout le monde va être conduit à l'hôpital assez rapidement pendant qu'une partie des secours reste sur place pour essayer de retrouver Mallory. Et puis Anthony va aussi rester pour essayer de retrouver sa petite amie. Il va refuser d'aller à l'hôpital et d'être soigné tant qu'il n'a pas retrouvé Mallory. Sur le trajet pour aller à l'hôpital, on sait que Paul va passer un coup de fil à son grand-père, vous vous en souvenez peut-être dans les vidéos précédentes. Il s'appelle évidemment Randolph, et c'est le 3e du nom, donc Randolph III va effectivement arriver à l'hôpital accompagné de son fils Alec Murdaugh, qui est donc le père de Paul Murdaugh. Ils vont arriver à l'hôpital assez peu de temps après l'arrivée du groupe d'amis. Apparemment, à ce moment-là, ils vont essayer d'aller parler à un peu tout le monde. Certains vont refuser, c'est le cas de Morgan, elle est en train de parler avec la police. Elle va demander à ce que Alec Murdaugh ne rentre pas dans la pièce, donc il ne rentrera pas. Et puis, d'après Connor, à ce moment-là, Alec Murdaugh va le voir et lui dit « Écoute, ne t'inquiète de rien, tout va bien aller, dis simplement que tu ne sais pas qui conduisait le bateau, je suis là pour toi, t'inquiète. » Un peu étrange. Tellement étrange que cette phrase-là, elle va être citée et vue plus tard comme une tentative de la famille Murdaugh de faire peser en fait les charges sur Connor.
Tout le monde, tout son groupe d'amis va désigner Paul comme étant le conducteur unique du bateau, et Alec aurait voulu sauver son fils et faire pression sur Connor pour essayer de dire que c'était pas son fils qui conduisait tout simplement. C'est en tout cas ce qui a été raconté dans le docu Netflix, et je vais revenir sur ces faits un petit peu plus tard parce que vous allez voir que c'est pas exactement ce qui s'est passé et qu'on peut voir les choses, on peut les interpréter d'une manière vraiment complètement différente. En attendant, ce qui est sûr, c'est que effectivement Paul est complètement déchiré, il est extrêmement agressif, il a des propos complètement déplacés, des gestes déplacés aussi avec les infirmières, et c'est à tel point que l'hôpital va mettre en place, va demander à un garde de sécurité en fait de garder sa porte pour garantir la protection aussi des infirmiers, du personnel hospitalier en fait, tout simplement parce que apparemment il est dans un état pas génial quoi. Les blessures des membres du groupe sont relativement superficielles, donc ils vont pouvoir assez rapidement rentrer chez eux dans les jours qui suivent l'accident et participer à leur tour aux recherches qui continuent pour tenter de retrouver Mallory. Ce n'est que 8 jours après l'accident qu'on va retrouver enfin le corps sans vie de Mallory Beach, 19 ans. Ce que dit l'autopsie, c'est que, elle s'est pris un coup au niveau de la tête, probablement au moment où elle a été projetée hors du bateau, et ce coup l'a rendue très certainement inconsciente, ce qui a fait qu'elle n'a pas pu remonter à la surface et qu'elle s'est malheureusement noyée. Mallory était décrite par ses proches comme une jeune femme respirant la joie de vivre, qui rendait tout le monde profondément heureux autour d'elle. Elle était extrêmement gentille, elle aimait jouer au foot, passer du temps avec sa famille et ses amis. Elle adorait aussi les animaux et c'est pour ça que sa famille a ouvert une fondation à son nom un petit peu plus tard, dans le but de construire un refuge pour animaux à Hampton. Tout ça nous laisse avec une question hyper importante à laquelle il faut trouver une réponse pour savoir qui est responsable du décès de Mallory. Et cette question c'est qui est-ce qui conduisait le bateau au moment de l'accident. Avec les faits tels que je vous les ai présentés, ça paraît évident que c'est Paul qui conduisait le bateau. Et c'est comme ça aussi que c'est relaté dans le documentaire Netflix. On sort de là, on se dit mais c'est une évidence que c'est Paul. Et encore une fois, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Si on revient un petit peu sur les rapports de police, on se rend compte que c'est pas du tout sûr que ce soit Paul qui conduisait ce soir-là. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que en réalité, Paul n'était pas seul à la barre, il était avec Connor pendant toute la soirée, et que en réalité, les deux garçons vont alterner, ils vont prendre le volant chacun leur tour. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les dépositions qui ont été faites par le groupe d'amis le soir même de l'accident. Qu'est-ce qu'ils ont dit ce soir-là ? D'un côté, on a Anthony qui dit que en fait, Paul et Connor, comme je viens de vous le dire, se partageaient la barre, que la dernière fois qu'il a regardé, c'était Paul qui conduisait, mais qu'il ne sait pas si c'était toujours Paul qui conduisait ou pas au moment de l'accident. Ensuite, Morgan, qui est la petite amie de Paul, rappelons-le quand même, dit que c'était Connor qui conduisait le bateau. Et puis Miley, qui elle est la petite amie de Connor, va dire que c'était Paul qui conduisait le bateau. La police a demandé à Anthony, Morgan et Miley de faire des schémas pour représenter un petit peu la position de tout le monde dans le bateau, pour bien comprendre en fait où était positionné chacun des membres du groupe. Si on regarde un petit peu ces schémas, on voit que Anthony et Morgan ont placé Connor à gauche, qui est en fait l'endroit où se trouve le volant du bateau. Donc selon les schémas d'Anthony et de Morgan, c'était bien Connor qui conduisait le bateau. Alors, il y a certaines personnes qui disent que ils ont été pressurisés par la famille Murdoch pour dire que c'était Connor qui conduisait, mais il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là, ni Morgan ni Anthony n'avaient parlé à un membre de la famille Murdoch. Donc s'ils les ont pressurisés, je sais pas très bien comment ils ont fait puisqu'il n'y a pas eu de message et ils les ont pas contactés. Et en réalité, celle qui va un peu insister pour dire que c'était Paul qui conduisait et pas Connor, c'est Miley, la petite amie de Connor. Alors quand je dis qu'elle insiste, non seulement c'est la seule des trois qui dessine Connor à droite et donc met Paul spontanément en place du conducteur, mais en plus elle va aller le lendemain de l'accident dans la chambre d'hôpital de sa pote Morgan pour avoir une discussion avec elle, et à la suite de cette discussion, Morgan va appeler la police pour demander à corriger sa déposition de la veille. Et elle va dire maintenant que j'ai parlé à mon ami, je me souviens mieux de ce qui s'est passé, en fait c'était pas du tout Connor qui conduisait, c'était Paul. Et peut-être effectivement que Morgan se rappelait pas bien et que c'était effectivement Paul qui conduisait, mais je trouve que c'est important quand même de rappeler un petit peu ces faits-là.
Et puis Connor, qui au départ avait dit qu'il ne se souvenait pas qui était au volant à ce moment-là, va finir par lui aussi dire que c'était Paul qui conduisait et pas lui. Bon, et Paul, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, pour lui, c'est Connor qui conduisait et absolument pas lui, et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs à son grand-père. Vous savez, quand il l'appelle là sur le chemin pour aller à l'hôpital, il dit à son grand-père, c'est Connor qui était au volant. Et c'est avec cette information qu'Alec Murdaugh va voir Connor. Et je trouve que c'est aussi important de le rappeler parce que cette phrase qu'il lui a dite en lui disant « t'as qu'à dire que tu ne te souviens pas qui conduisait, t'inquiète, tout ira bien, etc. » qui a été interprétée comme de la pression, et peut-être que c'était le cas, hein. En fait, on peut aussi se dire « oui, mais s'il pensait vraiment que c'était Connor qui était au volant, le mec est avocat, est-ce que peut-être aussi il essayait juste de l'aider, en fait, et de le protéger ?» Je trouve que c'est une vraie possibilité qui n'a pas très souvent été citée, en tout cas pas assez à mon goût, je trouve, et qui, tout ça a contribué à créer cette espèce d'aura autour de la famille Murdaugh. Alors je suis pas du tout en train de dire que la famille Murdaugh n'a pas de problème, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est géniale, et qu'on a tout inventé, absolument pas. Il y a des faits de corruption, il y a des faits d'abus de pouvoir qui sont prouvés au sein de cette famille, ce sont pas des gens super, clairement. C'est juste que je me demande en fait quelle est la part de fantasme dans tout ça, et dans quelle mesure est-ce que en fait, on n'est pas parti de faits qui étaient vrais, hein, ce sont des gens qui abusent de leur pouvoir, et est-ce qu'on n'a pas un petit peu poussé le curseur un petit peu plus loin, parce que ça fait des vrais méchants, en fait, c'est plus facile à vendre, c'est plus intéressant pour la presse, et dans cette histoire-là particulièrement, je trouve que ça pose question. Alors, attention, Paul avait vraiment la réputation d'être un petit con, je suis pas du tout en train de dire le contraire encore une fois. D'ailleurs, d'après les témoins, vous savez, dans l'histoire de Stephen Smith, quand la rumeur a commencé à circuler qu'il y avait un des fils Murdaugh présent, il y a un témoin qui a dit « J'étais très étonnée quand on m'a dit que c'était Buster parce que je pensais que c'était Paul. » Je vous l'ai dit aussi, ses amis le disent, c'était quelqu'un de très sympa en temps normal, mais dès qu'il était bourré, il était extrêmement agressif, il était violent, il tapait, visiblement il frappait sa petite amie, donc vraiment voilà, violence conjugale. C'est pas parce qu'ils ont 19 ans qu'on peut pas parler de violence conjugale, hein, ça existe malheureusement même chez les adolescents. Donc voilà, c'est pas un personnage très sympathique, on est bien d'accord. Malgré tout, est-ce que c'est possible qu'en réalité ce soit pas lui qui ait conduit le bateau ce soir-là ? Honnêtement, je pense que oui, quand on regarde les faits, quand on regarde un peu les dépositions et comment le groupe d'amis a changé un petit peu son discours au fur et à mesure des jours, en tout cas, ça pose la question, et en réalité, je suis pas sûre qu'ils aient tous bien vu qui conduisait. Est-ce que c'était réellement Paul ? Est-ce qu'en réalité, c'était Connor, et qu'ils se sont dit « mais si on dit que c'est Connor, en fait, il va aller en prison. Paul, il a toute sa famille, il va s'en sortir. Pour lui, si on dit que c'est lui, c'est pas grave, et on sait que sa famille va être là pour lui. » Peut-être c'est aussi une vraie possibilité. En tout cas, c'est des pistes que j'ai pas souvent entendues, et qui, je trouve, n'ont pas tellement été creusées. Et voilà, je trouve que c'est important quand même de le redire, parce que je sais pas si vous avez vu le docu Netflix, mais moi je suis vraiment sortie de là en me disant oh, mon Dieu, mais cette famille est atroce, ce gamin, mais quelle horreur, etc. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus nuancé que ça. Je fais une petite parenthèse, mais sur la page Wikipédia en anglais qui est dédiée au décès de Mallory, il est précisé que les blessures de Connor ont été étudiées et qu'elles correspondent à celles d'un passager et absolument pas à des blessures d'un conducteur, et que donc il a été dit de façon sûre et certaine qu'il ne conduisait pas. Écoutez, j'ai bien cherché, je n'ai trouvé aucune autre source qui valide cette info, donc d'après ce que j'ai vu, c'est faux. Mais voilà, si jamais quelqu'un a une information qui permet de dire si Connor effectivement ne conduisait pas à cause de ses blessures, mettez-le moi en commentaire, je suis preneuse, mais a priori, aujourd'hui, on ne sait toujours pas de façon sûre et certaine qui conduisait ce bateau entre Paul et Connor. Je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est une histoire qui a fait scandale, alors au début localement, parce que en fait il a fallu 2 mois avant que Paul ne soit poursuivi. Et ce que les gens ont commencé à dire, c'est que c'était pas normal que ça prenne autant de temps, qu'on savait que c'était lui qui conduisait le bateau, qu'il était responsable pour la mort de Mallory, et que si ça prenait autant de temps, c'est parce que il était protégé par son père,
qui tentait d'étouffer cette affaire. Et ça a été soutenu par le fait que dans l'équipe initiale qui était chargée de l'enquête, il y avait 2 policiers qui avaient eu affaire en fait à la famille Murdoch. Ils avaient utilisé les services du cabinet Murdoch quelque temps avant, et on disait qu'ils étaient redevables et que Alec Murdoch se servait d'eux pour protéger son fils. Et puis, la rumeur enflant, la presse nationale américaine va entendre parler de cette histoire et va s'intéresser du coup à cette fameuse famille Murdoch qui est présentée comme une famille très puissante et qui utilise la corruption. Et c'est comme ça que les Américains, plus largement, en dehors de la Caroline du Sud, en dehors de Hampton, vont entendre parler pour la première fois de cette famille. Cette affaire va donc prendre une ampleur nationale et la presse va vraiment présenter ça comme un peu une histoire de David contre Goliath, avec d'un côté la famille de Mallory qui tente tant bien que mal d'obtenir justice pour leur fille, et de l'autre côté cette famille richissime, extrêmement puissante, qui fait tout pour étouffer l'affaire et protéger le coupable, qui est donc pointé du doigt comme étant Paul Murdoch. Tout ça, ça va amener malheureusement à ce que Paul Murdoch soit victime de harcèlement et de cyberharcèlement massif. Peut-être qu'effectivement il était responsable du décès de Mallory et de l'accident, évidemment ça ne justifie absolument pas qu'il soit victime de harcèlement, et il recevait quotidiennement des menaces, dont des menaces de mort. Et c'est là-dessus que va se baser Alec Murdoch pour sa défense, puisque selon lui, pourquoi est-ce que sa femme et son fils ont été assassinés 2 ans plus tard ? Parce que quelqu'un qui menaçait son fils a voulu rendre justice à Mallory, et est venu pour tuer Paul, et il se trouve que Maggie était là, donc ils ont tiré aussi sur elle, mais selon Alec, c'était Paul qui était visé, et Maggie c'était malheureusement un dommage collatéral. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite d'un point de vue judiciaire, simplement pour l'histoire de Mallory ? La famille a poursuivi un petit peu tout le monde, parce qu'ils ont poursuivi Paul Murdoch évidemment, mais aussi Buster Murdoch parce qu'il avait donné sa carte d'identité à son frère pour lui permettre d'acheter de l'alcool, mais aussi Alec et Maggie Murdoch pour avoir laissé leur fils conduire le bateau alors qu'il allait boire de l'alcool. Ils ont poursuivi aussi la chaîne de magasins qui a vendu l'alcool à Paul Murdoch et le bar où s'étaient arrêtés Paul et Connor, vous savez, sur le chemin du retour là pour boire des coups en plus. Paul Murdoch avait plaidé non coupable pour les charges retenues contre lui. Au moment de son décès, il n'y avait pas encore eu de procès, et évidemment, on ne peut pas poursuivre à mort, donc ça s'est arrêté là pour cette affaire-là. Et puis en juin 2023, la chaîne de magasins qui avait vendu l'alcool à Paul a accepté de verser 15 millions de dollars à la famille de Mallory, et il n'y a donc pas eu de procès, ça s'est arrêté là. Ça en fait des cadavres en lien avec la famille Murdoch, et on se dit que là, ça suffit, non ? Ça va s'arrêter là, pas vrai ? Eh bien non. Le 2 février 2018, Gloria Satterfield, 57 ans, femme de ménage et nounou de la famille Murdoch depuis plus de 20 ans, trouve la mort sur une des propriétés de la famille Murdoch, et une mort qui est quand même assez étrange. Et cette affaire-là, elle va avoir un rôle dans une autre affaire qui concerne cette fois les détournements de fonds d'Alec Murdoch. Oui, parce qu'en fait, le mec volait des millions à ses clients depuis des années. Mais tout ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you give a place. Baby, you should know you're never safe.